Après le succès des expositions Masques et Mémoires présentées à Gorée en 2012, le musée d'Aper poursuit son action au Sénégal. La thématique de l'exposition Formes et paroles, conçue en 2 sections, art plastique et bande dessinée, met en évidence des démarches artistiques qui, tout en étant ouvertes sur les réalités contemporaines, se nourrissent des héritages culturels respectifs de leurs créateurs. C'est une recherche, je crois, de respiration. Je me demande comment respirer. Et je pense que chercher à construire une maison, c'est chercher à me poser, tout en sachant que je suis de nulle part. La brique, c'est d'abord une construction, une maison, c'est une construction, donc c'est déjà une ouverture vers l'avenir. Même si je ne me vois pas, j'ouvre une fenêtre, mais je ne sais pas si je me vois à travers cette fenêtre. Donc c'est pourquoi je dis que je ne suis de nulle part. J'entends les voix de ceux qui m'ont nourri, les écrivains qui m'ont nourri. J'entends la voix des enfants. Nœuds, il y en a qui font des nœuds simples, tous des doubles nœuds. Ouais. Parce qu'ici on m'appelle Jennifer. C'est vrai? Ah oui, c'est comment on Jennifer. Pour moi, qu'est-ce qui était important, c'était de vraiment apporter une histoire de mon pays, de Québec. Et même de Montréal. L'histoire de Marie-Joseph Angélique, supposé mis le feu dans la maison de sa maîtresse qui a causé un grand feu à Montréal, qui a brûlé 45 maisons. Et finalement, la personne qui a commencé les rumeurs, c'était un autre esclave autochtone. À cette époque-là, on pouvait condamner quelqu'un juste sur la rumeur. Il y a des cicatrices qui guérissent toutes seules. Des cicatrices que personne n'a cousues, qui guérissent naturellement. Il y a la cicatrice du pays qu'on quitte, la cicatrice de notre pays qui n'en est pas un. C'était à la fois une histoire d'un autochtone qui était esclave et ça fait partie de mon histoire aussi, en étant algonquine de Montréal. Et je ne sais pas nécessairement dans ma famille s'il y avait des gens qui ont été esclaves, mais ça se faisait, c'était très commun. Dans le fond, il y avait plus d'esclaves autochtones à cette époque-là que des esclaves noirs. Son corps mort, mis sur un bûcher, allumé pour y être brûlé et consommé. Avant de réaliser l'œuvre, mon idée au début c'est que je vais faire une œuvre qui concerne de ce qui se cache derrière l'apparence. Mon intention est de créer une sorte de paysage artificiel. Dans ce paysage, vous avez des fausses arbres, des fausses plantes et des fausses fleurs. Pour aller voir l'essentiel, il faut qu'il cherche dans les fleurs, qu'il ouvre la fleur et cherche entre les pétales. Ce sont les mots très intimes, très profonds que j'ai demandé aux inconnus. Après chaque mot comme ça, très court comme ça, mais ça se cache aussi d'autres choses aussi. Ça peut ouvrir à une histoire, des petites histoires et
Et toutes les petites histoires-là créent aussi une grande histoire. C'est une façon que je vois la vie aussi, que je vois le monde. Et parce que l'apparence est toujours très beau, très très belle. Et c'est magnifique, mais pour aller au-delà, il faut faire beaucoup d'efforts, on fait des gestes, par exemple. Il faut qu'on rentre dans l'installation, il faut qu'on ouvre les fleurs, par exemple. Il y a plusieurs phases dans mon travail. Les images plus anciennes qui représentent des personnages avec le visage recouvert d'argile ou de plâtre représentaient à proprement dit des sculptures. C'est-à-dire qu'il s'agissait pour moi de faire une sculpture avec une certaine économie, c'est-à-dire utiliser mon propre corps comme support et y appliquer une couche de plâtre ou d'argile pour en faire très rapidement une sculpture. En photographiant cette sculpture, on frustre un peu le visiteur, c'est-à-dire que, a priori, autour d'une sculpture, on peut tourner autour d'une ronde bosse. Et là, j'impose l'angle de vue de la sculpture, j'impose la façon dont elle est éclairée, mais en même temps, je propose un fond et un paysage qui accompagnent cette sculpture. Dans les images plus récentes, les images qui sont proprement dit construites et où on a l'impression de croiser des scènes qu'on aurait réellement rencontrées et photographiées, il s'agit pour moi d'observer un peu, selon mes déplacements, l'idée justement du déplacement. C'est-à-dire que les déplacements humains, mais aussi les déplacements culturels, la langue se déplace, et d'observer comment ces déplacements entraînent des rencontres et que ces rencontres entraînent des échanges, des métissages, des hybridations. Matam, c'est le nom d'une région du nord-est du Sénégal, habitée essentiellement par des Poulards, des Toucouleurs, qui sont essentiellement des immigrés. C'est des gens qui sont disséminés un peu partout en Afrique de l'Ouest. On peut les trouver au Burkina, au Niger, au Mali, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et même par rapport à la contemporanéité, c'est des grands immigrés. On les trouve aux États-Unis, en France, un peu partout. En France, on peut voir des Matamois qui nettoient les rues, qui travaillent dans les grandes surfaces ou des choses comme ça. Donc Matam, c'est un palindrome. Ce qui m'a intéressé, c'est l'originalité du mot. Parce qu'une œuvre d'art est censée être originale et le mot en soi était original. Donc je me suis intéressé à ce mot et l'intérêt c'était de le travailler avec le matériau de prédilection avec lequel je travaille, qui se trouve être le fer. L'autre chose aussi, c'est le lien que j'essaie de faire par rapport à Gorée, parce que l'expo se passe à Gorée. Et tout ce qu'on sait sur Gorée, c'est qu'il y a eu des esclaves qui sont passés par ici en transit, qui ont eu un déplacement forcé. Et comme les Matamois, c'est des peuples en déplacement, donc pour moi, la jonction était vite trouvée d'exposer Matam à l'intérieur de Gorée. Il y avait une jonction entre les deux, entre l'esclavage et la ville de Matam. Et il faut dire aussi, dans nos recherches, on a trouvé qu'à Matam, durant l'esclavage, il y avait des razzias qui se faisaient. On enlevait des jeunes filles et des jeunes garçons qu'on vendait comme des esclaves aussi. En Afrique, la bande dessinée est riche de talents prometteurs. Le musée d'Aper a invité 5 bédistes: Jason Kibichois, Tété Fonce, Hector Senon, Odia et El Mata. L'exposition présente une sélection qui met en valeur des univers graphiques très différents, où les langues se côtoient, se mêlent. Le français s'enrichit des expressions venues du Lingala ou du Wolof. Dans leur récit, les bédistes jouent avec les mots, les détournent, les amplifient. Tous ont d'une façon ou d'une autre mis en scène leur société avec ses problèmes et ses questionnements. Leurs histoires sont surtout pleines d'humour, d'humanité et se referment toutes sur un heureux dénouement. L'espoir fait en effet vivre la BD.
Ironie, émotion et critique donnent à réfléchir, émeuvent et surtout font rire. Un album, L'Afrique en partage, réunit les histoires créées par les 5 BDistes.